Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Politique C'est Net, le rendez-vous du web politique. Vous le savez, vous pouvez commenter l'émission sur Twitter avec le hashtag LPCN. Nous attendons vos commentaires. Tout de suite, le sommaire. Au menu cette semaine, le premier tour de la présidentielle, Twitter et les résultats avant 20h. Et le match sur le web, c'est le débat du club des gazouilleurs. À suivre, le candidat 2.0 avec notre partenaire Image et Stratégie. Nous vous dévoilons le top flop des candidats à la présidentielle sur le net. Zoom aujourd'hui sur François Hollande et Nicolas Sarkozy. Mais tout de suite, c'est l'heure du Weborama, la revue du web subjective et néanmoins impartiale. Le zapping des vidéos et des initiatives citoyennes passées au scanner par Marie Brémond. Dustin Hoffman, Bill Murray ou encore Bruce Willis au service du candidat socialiste. C'est la classe hollandaise à la sauce américaine ou comment quelques militants PS ont détourné les classiques du cinéma hollywoodien. Et ça donne ça. C'est pour les chants de Noël. Mais non. Mais non, pas du tout. On est là pour lutter contre l'abstention en faisant du porte-à-porte pour François Hollande et savoir si vous allez aller voter et être inscrit sur les listes électorales. Du porte-à-porte pour appeler à voter François Hollande, c'est quand même bien plus drôle et savoureux avec les sex-symboles du cinéma américain. Les socialistes du site Tous Hollande jouent la carte de l'humour sur le web pour mobiliser un clin d'œil au mythique grand détournement La classe américaine de Serge Hazanavicius pour un résultat complètement décalé. Autre ambiance du côté de l'UMP, on joue la carte de la solennité du sérieux. Ma France, mon pays, ma France forte, c'est une centaine de jeunes bénévoles qui décrivent leur candidat, leur président. Conquérant, rassembleur, éloquent. La force, fort. fort, Exceptionnel. Et visiblement, il n'y a pas assez d'adjectifs, de superlatifs pour brosser le portrait de Nicolas Sarkozy, qui lui-même apparaît en guest star. Déterminé. Un deuxième mot, serein. Et si François Hollande, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen ou encore Jean-Luc Mélenchon avaient eu pour parents des gays ou lesbiennes, eh bien ils n'en auraient pas été pour autant moins heureux. C'est le slogan de la campagne de communication Choc pour l'homoparentalité. L'association SOS Homophobie met en scène 6 candidats. Le but dans ces temps de campagne présidentielle, sensibiliser et militer en faveur des familles homoparentales. Ça aurait pu être un thème fort de la campagne, mais l'homoparentalité en ces temps de crise a été totalement éclipsée par les thématiques économiques. Sur le modèle des Sims, jeu au succès planétaire dans lequel des personnages évoluent dans un monde virtuel, participez à la démocratie Sims et élisez votre président. Au choix, Eva Poli, Marine Le Pen, Philippe Bizou, François Roubaix ou encore Nathalie Rateau. Le principe sur des thèmes comme l'éducation, le pouvoir d'achat ou encore la crise du logement, vous choisissez entre les diverses propositions des candidats à la présidence de la démocratie Sims. Résultat, le 2 mai. Nos invités nous ont rejoints sur le plateau. Erwan Gaucher, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, consultant web et vous tenez également un excellent blog. Bienvenue. Aude Baron, vous êtes rédactrice en chef du Plus et notre partenaire, je dois le dire, sur la politique C'est Net. Enfin, Guilhem Fouettillou, vous êtes fondateur et directeur général de Linkfluence, une société qui cartographie le web social et politique. Bienvenue. Aude Baron, une réaction à cette revue du web, un peu d'humour dans cette campagne, ça fait du bien? C'est exactement ce qu'on constate, c'est que tous les partis, que ce soit l'UMP ou le PS, adoptent la même stratégie pour essayer de séduire le lecteur. On essaye de le divertir. Alors le PS arrive à faire rire de manière plutôt réussie, voire très réussie. L'UMP, elle, dans la vidéo qu'on vient de voir, fait rire, mais un peu malgré elle, parce que c'était pas le but non plus. Hein, c'était pas forcément le but, mais le problème c'est que pas. quand la vidéo est sortie sur Internet, on a pu voir sur Facebook et Twitter des réactions quand même assez négatives parce que c'était dans la surenchère. Il faut, disons, réussir à vendre son candidat, mais pas le survendre, toujours le juste pas équilibre. trop montrer les muscles. Donc, Guilhem Fouettillou.
Parce qu'on constate quand même, c'est une démultiplication des sites et des initiatives avec l'arrivée du deuxième tour. On se demande presque s'il ne reste pas de l'argent à dépenser, parce que c'est vrai que si on fait le compte de tout ce qui a été lancé comme site et comme différents types d'initiatives, on commence à arriver à quelque chose de très riche et peut-être un peu dans lequel il est un peu difficile de se retrouver. Ah, vous trouvez qu'il y a eu pléthore, vous aussi, d'initiatives? Parce que jusqu'alors, c'est pas tellement finalement le constat qu'on a fait ici dans cette émission. On a eu pas mal de réactions. On pense à ce qu'avaient lancé les jeunes socialistes avec le site permettant de générer une fausse affiche de campagne de Nicolas Sarkozy. C'est sympa, c'est plutôt bien fait, mais on voit que ça change pas non plus grand-chose. Ça n'a pas énormément d'impact. C'est plutôt chaque camp de son côté qui rigole et qui essaye de se moquer de l'autre, mais il n'y a pas de conviction là-dedans. On n'essaye pas de faire basculer des gens sur des arguments. Ça reste quand même très en surface comme campagne en ligne. Alors, qui parmi les candidats à l'élection présidentielle fait le plus de bruit sur le web? Réponse avec le candidat 2.0, le baromètre e-réputation, réalisé par notre partenaire Images et Stratégie. Bruno Fuchs, bonjour. Vous êtes président de l'agence Images et Stratégie. Vous réalisez pour la politique CNET un baromètre e-réputation qui mesure la notoriété digitale des candidats à la présidentielle. Alors de prime abord, comment fonctionne ce baromètre? Alors c'est un baromètre qui mesure la présence, la notoriété de chacun des candidats sur Internet. Donc on a pris les 5 indicateurs majeurs, Google, Facebook, on a pris Dailymotion, YouTube pour la vidéo, on a pris Twitter également. Et en temps réel, à tout moment de la journée, on peut regarder quelle est la présence, la volumétrie faite sur ces 5 médias des candidats à la campagne présidentielle. 2 maintenant, puisqu'il n'en reste plus que 2. Alors justement, focus aujourd'hui sur les 2 retenus pour le second tour, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Lequel est le plus populaire sur Internet? Alors si on tient uniquement compte du baromètre, donc de la présence sur Internet, Nicolas Sarkozy a une légère avance. On regarde d'ailleurs sur les courbes une forme de symétrie à certains moments. Quand l'un monte, l'autre descend. Donc quand on parle de l'un, souvent on parle moins de l'autre. Donc Nicolas Sarkozy, il faut aussi voir qu'il bénéficie d'un effet, d'un actif finalement lié à sa fonction présidentielle et ministérielle au préalable. Donc il surfe un petit peu sur ce volant de présence sur Internet et il en tire un bénéfice dans ce baromètre. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces 2 web-campagnes? Est-ce qu'elles sont radicalement différentes entre celle de François Hollande et celle de Nicolas Sarkozy? Alors, elles sont extrêmement voisines dans l'approche. C'est-à-dire en gros, on n'a pas été chercher les ressorts ni chez l'un ni chez l'autre de ce que le Web 2.0 peut révéler comme élément de créativité ou d'innovation. On a plutôt pensé une campagne classique, académique, on va dire, bien faite, bien structurée, qu'on a appliquée sur le web. On a surtout essayé, chez l'un et chez l'autre, de prendre les sympathisants et de les transformer en militants. Donc on voit chez tous Hollande, ou on l'a vu chez Nicolas Sarkozy dans la France forte, on a des cartographies, on tente de mobiliser les gens territoire par territoire. Donc c'est une campagne relais de mobilisation des sympathisants, dont on a essayé au maximum de les transformer en militants. C'est-à-dire que finalement, ni François Hollande ni Nicolas Sarkozy sont très Web 2.0. Il faudra attendre 2017 pour avoir une nouvelle génération peut-être de politiques Oui, soit ils ne le sont pas, soit ils ont décidé pour cette campagne de ne pas utiliser tous les ressorts de l'Internet. On a vu quand même un candidat président plus concentré sur cet outil, avec des choses peut-être plus simples. Une page Facebook, un site, dont tout tourne autour des outils assez simples. Et une campagne de François Hollande, peut-être quand même, avec beaucoup plus de mobilisation d'enthousiasme, peut-être, de volontaires, beaucoup plus d'outils. Il y a eu pas mal de sites créés, une web radio, etc. Donc ils sont un petit peu perdus peut-être, où l'efficacité est un petit peu limitée par un nombre d'outils et une perte un petit peu sur les différents espaces liés à une organisation peut-être plus juvénile chez François Hollande. Merci beaucoup. Merci à vous. Guilhem Fouettillou, je vous sentais un peu tiqué en regardant cette rubrique. Vous constatez pas, vous, que Nicolas Sarkozy est plus commenté sur le web que François Hollande? Alors là-dessus, si, effectivement, mais en fait, il y a une raison qui est assez simple à ça, c'est que quand on mesure le bruit médiatique des différents candidats, 2007 était une année intéressante parce qu'on n'avait aucun candidat président. Donc tous les candidats étaient à égalité
quant à leur présence sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux étaient quand même moins importants. Enfin, en tous les cas, Twitter balbutiait en France. Hein, il faut voilà, quand même mais que ce soit dire. sur les blogs, sur les forums ou sur Facebook, effectivement, tout le monde était mis à égalité d'une certaine façon parce qu'il n'y avait pas de président candidat. On a un président candidat en 2012. Et donc ça fait que même si plus on s'approche de l'élection, moins la fonction présidentielle, on va dire, est mise en avant par les médias, ça crée en fait une surreprésentation de Nicolas Sarkozy. Un petit mot, Aude. Juste pour rebondir justement sur le bruit médiatique des candidats, effectivement, il y a eu plus peut-être de bruit autour de Nicolas Sarkozy, mais après il faut peut-être mesurer aussi la qualité du bruit. Parce que quand on lit vraiment les commentaires, il faudrait distinguer les commentaires positifs et les commentaires négatifs. Et il suscite généralement plus de commentaires négatifs, hein, Nicolas Sarkozy, il faut bien le dire. Alors, place maintenant au club des gazouilleurs, des 10 candidats sur la ligne de départ. Il n'en reste plus que 2 à la mi-temps. François Hollande versus Nicolas Sarkozy. Qui remporte le match sur le net? Qu'en est-il de la net campagne à l'issue du premier tour? Faut-il changer la loi sur l'interdiction de publication des résultats avant 20h? Autant de questions que nous allons nous poser dans le débat du club des gazouilleurs. Alors l'événement de ce premier tour, ça a été bien évidemment la divulgation des résultats sur les réseaux, sur des sites belges, suisses, avant 20h. Il y a une enquête judiciaire qui a été ouverte par le parquet de Paris. Et on a décidé au départ, ils ont demandé à ce que tous les bureaux de vote ferment à 20h. La réponse a été sans appel du ministère de l'Intérieur. C'est niet pour le second tour. Alors est-ce que cette loi est obsolète ? C'est une loi de 1977, donc déjà quand on rappelle ça, on voit bien que oui, elle est obsolète. Encore qu'il suffirait de la faire simplement respecter pour qu'il n'y ait pas de problème. C'est-à-dire il suffirait de demander aux 9 instituts de sondage de ne rien communiquer à qui que ce soit avant 20h et le problème est réglé. Là, on prend le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on préfère mettre sous surveillance 20 ou 30 millions d'internautes plutôt que de demander à ces 9 instituts de ne pas parler, de ne rien dire. Sauf que les états-majors politiques ont envie d'avoir ces sondages, les journalistes aussi. Mais on peut régler le problème. Je veux dire, quand on a une fuite d'eau, avant de commencer à réparer les tuyaux, on coupe l'eau. Là, on fait le contraire. On laisse l'eau couler. On sait que les instituts vont donner cette information au QG, vont donner cette information à quelques centaines de journalistes. Et après, on se dit, mais surtout, il faut les empêcher de sortir. Il ne faut pas que ça fuite. Mais ça va forcément fuiter. On l'a vu. Là, la grande chance qu'ils ont eue, c'est que les réseaux ont décidé d'en rire et de jouer avec ça, avec le hashtag Radio Londres, avec ces choses-là, en jouant avec des messages codés. En fait, les internautes ont fait des messages codés pour pouvoir donner les tendances. Ça donnait quoi, par exemple? Le merveilleux, les talonnettes sont dans le carton, les Pays-Bas sont en train de battre la Hongrie ou des choses comme ça. Mais ils auraient aussi pu ne pas vouloir en jouer, essayer de les divulguer. Et qu'est-ce qu'on aurait eu? Est-ce qu'on aurait réellement vu 200 ou 300 000 internautes emmenés au tribunal et risquer 75 000 € d'amende? J'ai un doute. Donc on a ou une loi qu'il faut changer, ou une loi qu'il faut faire respecter. Et c'est pas très compliqué de dire qu'on ne donne rien avant 20h. Ça décalerait les soirées électorales de la télévision d'une petite demi-heure. Au lieu d'avoir le résultat à 20h, on l'aurait à 20h30 le temps que les télés s'organisent. Donc c'est faisable. Mais on a eu un très joli travail de lobbying de la part des instituts de sondage qui savent très bien faire ça. Vivre. Et alors, est-ce que c'était assez ridicule? Parce qu'on savait finalement que ça allait arriver. Hein. Enfin bon, c'était un peu le secret de Polichinelle. Ce que je trouve étonnant, et enfin Erwan a très bien résumé tout ça, c'est qu'on est dans une situation où on s'inquiète que d'avoir des résultats une demi-heure avant l'issue, enfin avant les résultats officiels, et en fait on s'interroge sur l'influence de la divulgation de ces résultats, et on ne s'interroge pas du tout sur l'influence des sondages et des 400 sondages qui ont eu lieu avant finalement l'élection. Donc encore une fois, on veut taper sur le messager, mais les réseaux sociaux effectivement ne font que rendre public au plus grand nombre une information qui s'est changée dans un petit milieu, effectivement, parisien, par SMS. Voilà, on travaille avec des instituts d'études, donc on a reçu à 18h, 19h les premières estimations qui étaient d'ailleurs un peu du grand n'importe quoi. On va pas citer de nom, mais j'en ai reçu personnellement des très 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 étonnantes, qui étaient très loin du résultat final. Donc finalement, il y a une sorte de flou là sur une heure, et on est en train de vouloir taper sur Twitter. C'est vrai que je pense que c'est vraiment, enfin la loi est un archaïsme, mais je pense que la vraie question, c'est si on veut faire respecter cette loi, il suffit de couper le robinet. Il faut arrêter de parler de Twitter ou des réseaux sociaux. C'est pas là le problème. On a, comme souvent pour le numérique, on attend de se retrouver devant une loi qui devient totalement inapplicable pour ouvrir les yeux. Et on a découvert ça la dernière semaine. C'est complètement fou. Ça fait quand même. Pourtant, le débat avait eu lieu déjà en 2007. Exactement. Alors, il n'y avait pas donc Twitter, mais les sites d'infos belges et suisses avaient également
donné les premières estimations. On a une vraie difficulté du législateur et de l'État en général à comprendre les usages numériques. Et ils ont repensé la présidentielle 2012 à ce niveau-là comme en 2007 en se disant oui, les gens vont aller essayer de voir le temps, le soir, des choses comme ça. Mais une des grandes données qui a changé depuis, c'est qu'avec les réseaux et les smartphones, je n'ai plus besoin de moi-même d'essayer d'aller le voir. L'information, elle va arriver jusqu'à moi, même si je ne la cherche pas. Donc ils essayent d'empêcher le système de craquer pour cette dernière en se disant et après on aura 5 ans pour la modifier. Ça aurait pu être largement fait avant, ça aurait pu être fait relativement simplement. C'est quand même dommage qu'à chaque fois qu'on est sur les pratiques numériques, on attend vraiment que le système craque complètement pour se poser la question. Surtout, il serait intéressant qu'on regarde aussi ce qui se passe dans les autres pays. Si on prend les États-Unis, par exemple, qui est un pays qui est sur plusieurs fuseaux horaires, on n'interdit pas aux gens d'avoir accès à l'information, on ferme pas des sites internet. Voilà, tout le monde vote et l'information circule. Et quand on est à New York, on a une information qui peut venir de Californie. Enfin, donc c'est aussi peut-être une question de mentalité. Et surtout, on peut se dire aussi que les médias aussi, nous, on a été quand même très gentils, on a bien respecté la loi, parce que certains médias, Libération en tête, avaient annoncé qu'ils allaient diffuser les résultats. Bon, finalement, ils les ont pas diffusés avant l'heure. Il y a quand même l'AFP qui a sorti une dépêche, je crois que c'était à 18h46, en donnant donc les premières estimations, mais uniquement pour ses clients. Alors, elle a eu raison ou pas ? Je crois qu'au sein de l'AFP, ça a fait débat. Ça a fait débat. Personnellement, je pense qu'ils ont eu raison. Ils sont une agence au service des médias, donc ils n'ont pas diffusé au grand public. C'est aussi une façon assez amusante de dénoncer l'hypocrisie de ce système, puisque de toute façon, on sait bien, ils savent quand ils la sortent que ça va forcément fuiter. Et c'est là où on voit que le truc n'est pas tenable. On ne peut pas dire tous les médias sont au courant, et puis on attend encore 1h30 et on n'en parle pas. C'est pas logique. Alors Aude, vous évoquiez les États-Unis. Eh bien justement, la référence en matière de web campagne, c'est bien évidemment Barack Obama. Chacun s'en réclame. Eh bien justement, comment les conseillers du président américain jugent-ils la nette campagne française? Quelles sont les différences avec la campagne américaine? Les hommes du président étaient invités à Paris à l'initiative de l'agence web La Net Squad. Ils ont rencontré à cette occasion les équipes numériques de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Reportage Paul Bouffard. On dirait des agents du FBI. En réalité, ce sont les hommes du président. Ceux qui, par la toile, ont fait gagner Barack Obama en 2008. Stéphane Gir est chargé de la mobilisation online. Il lève les fonds pour la campagne. Cornel Belcher est le spécialiste en sondage. Il guide le président Obama pour sa réélection. Et selon eux, la web campagne française rattrape peu à peu son retard sur les États-Unis. What is impressive is the degree to which the campaigns here have embraced the organizing strategy, the sort of grassroots knocking on doors and empowering volunteers, which is very similar to what we do in the United States. It seems to me from the outside like this is the first major election where digital can play a crucial role. Conseil d'experts, une campagne réussie via la toile repose sur 3 règles. We call them the 3 M's. There's money, messaging, and mobilization. Here, there's no need for money, right? It's the state pays for elections. For messaging, there's no advertising. There's no paid, online or television advertising. So those two are not very important. So it really is about mobilization. Depuis quelques semaines, les experts ont visité certains QG de campagne. Hollande, Sarkozy and Bayrou. Yeah. Et même si leurs noms sont plus compliqués à retenir que les grands crus français, pour eux, un des candidats se démarque. Bayrou and Sarkozy they're very good. They're professional and they have the good design and good tools. But Hollande is much more serious about it. It is a much bigger part of the strategy for them, and they really seem to have understood a lot of the lessons from American campaigns and from Obama in 2008 especially. Finalement, pour réussir sa révolution numérique, le nouveau locataire de l'Élysée pourrait bien tout copier-coller sur Barack Obama, le président online qui souhaite une bonne Saint-Valentin à sa femme sur Twitter. The president of the United States right now is on Twitter, which is an amazing and fascinating thing. So it is a way to sort of, at least in our country, to have a more direct contact with the voters. I think that's a really important thing, not for parties, but for democracy. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Cependant, reste une différence de taille.
Le budget de campagne consacré au numérique par François Hollande ou encore Nicolas Sarkozy dépasse à peine les 2 millions d'euros. Barack Obama pourrait bien disposer en 2012 de près de 300 millions de dollars. Alors Guilhem Fouet-Tillou, si on fait le bilan de cette nette campagne à l'issue du premier tour, est-ce que c'est, comme le disent les hommes du président Obama, Hollande qui remporte le match ? Ça, je ne saurais pas dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a effectivement des bons élèves de tous les côtés. C'est-à-dire qu'on a une campagne très systématique. On a essayé de rajouter à l'arc du web, on va dire, l'ensemble des moyens de mobilisation et des moyens d'action et de communication en ligne. Ce qui est un peu plus embêtant, peut-être, c'est qu'on a particulièrement d'ailleurs pour le Parti socialiste, un quasi copier-coller de la campagne d'Obama, sans peut-être prendre suffisamment de recul sur ce qui différencie fondamentalement les États-Unis de la France quant à l'adoption du numérique, mais pas uniquement. On a souvent tendance à dire que la différence tient au fait que les Américains sont plus connectés, utilisent plus le web et que donc, par exemple, avoir une stratégie sur Foursquare en France n'aurait aucun sens là où elle pourrait avoir un sens aux États-Unis. Foursquare qui est un réseau de géolocalisation, voilà. qui est connu uniquement par les geeks et on va dire par une petite partie de la population, donc qui n'est pas du tout bien implanté dans la population française. C'est juste un exemple. Le problème, c'est pas uniquement ça, c'est pas la question des usages, c'est aussi, je pense, une question culturelle. Typiquement, aux États-Unis, la question de la mobilisation, on peut très facilement mobiliser, les gens vont plus facilement parler, les gens vont plus facilement échanger. Alors, à la sauce française, qu'est-ce que ça pourrait donner, alors, une campagne web ? C'est une question culturelle. La solution, je la vendrais très cher au candidat de 2017. Non, mais Erwan Gaucher. Non, là, on a des choses, comme vous dites, des bons élèves. Ils ont confié ça à des gens qui savent faire des belles pages Facebook, des belles timelines, des beaux sites. Il n'y a rien à dire. C'est beaucoup plus professionnel qu'en 2002, c'est sûr. On n'a pas un site dont tout le monde se moque. Et même qu'en 2007. Et même qu'en 2007, oui, surtout qu'en 2007. C'est vraiment mieux fait. C'est clairement professionnalisé. Ils ont mis des moyens, même si évidemment. 2 millions d'euros chacun, à peu près. 2 millions d'euros chacun. Pour les deux principaux candidats, ça commence à chiffrer par rapport à ce qui se faisait avant. C'est vraiment bien fait. C'est correct, c'est professionnel. Mais c'est de la vitrine. Haute-Baron, donc entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'est un peu la même chose en termes de nette campagne. Surtout, c'est pour rebondir sur ce que disaient les deux intervenants américains dans le sujet. À un moment, l'un d'eux a parlé de Twitter et c'est peut-être aussi là la clé pour rebondir aussi sur ce que disait Erwan, c'est qu'en France, même si on regarde dans le jeu politique plus global, les politiques qui sont sur Twitter, l'essentiel d'entre eux, on a l'impression que c'est un peu un devoir, voire une charge. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux, c'est pas eux qui le font. Si on n'y est pas, voilà, donc on est taxé de ringard. Si on n'y est pas, c'est mal. Par contre, si on y est, bon, m'embêtez pas trop avec ça, j'ai fait mon devoir de bon élève. Et du coup, ça reflète un état d'esprit général dans la politique. On est sur Internet par principe, mais on ne sait pas trop ce qu'on a à y gagner. Et finalement, aujourd'hui en France, on a peut-être plus à y perdre. On a à y perdre et on est dans cette dynamique. On sait qu'on n'a rien à y gagner et par contre, on fait attention parce qu'on sait qu'on peut y perdre et du coup, on n'ose pas trop. Et c'est ça la grande différence avec la campagne américaine, c'est qu'aux États-Unis, il se passe des choses sur Internet et cet intervenant américain est très gentil et très conciliant avec la France en disant que pour une fois, la campagne peut se jouer sur Internet. La campagne, on l'a déjà dit à plusieurs reprises dans cette émission, elle se joue pas sur Internet, elle peut se perdre, mais elle se gagne pas sur Internet, pas encore. Ils n'ont pas grand-chose à y gagner et ils connaissent pas les codes. Aller sur Twitter pour Nicolas Sarkozy, c'est toucher au mieux 2 ou 3 millions de personnes. Il en touchera 10 en passant dans un 20h d'une des deux grandes chaînes. Il en touchera 10 dans des codes qu'il connaît par cœur. Il est à l'aise sur un plateau de télévision. Il sait ça, il fait faire ça. Il va pas se faire piéger. Il n'y a pas de problème. Il s'en sortira toujours. Il y aura pas de catastrophe. Mais vous pourriez les former, Erwan. Mais en 2017, sur Twitter, sur Facebook, ils connaissent pas les codes. Et puis c'est compliqué. Nicolas Sarkozy qui se mettrait réellement à tweeter tout seul, il va se retrouver face à 50, 60 ou 70 000 personnes qui vont l'interroger, l'interpeller, parfois violemment. C'est pas si évident que ça de le faire. Hein. Et ça m'étonne pas que les Américains soient plus à l'aise aussi avec ça, parce que mine de rien, au niveau de l'état d'esprit, les Américains, eux, sont déjà depuis belle lurette dans l'infotainment, l'information qui mêle le divertissement. Nous, en France, on est encore très frileux par rapport à ça. La politique, c'est très sérieux. Et du coup, quand on est sur Internet, il peut y avoir des choses très sérieuses, mais le ton général, en particulier sur Twitter, où ça va très vite, reste quand même. Il faut avoir de l'humour, il faut savoir rebondir. Quand on se fait tacler, il faut bien le faire. Et si on parle un petit peu des autres candidats, la campagne
Je pense à la campagne de François Bayrou, de Jean-Luc Mélenchon, qui n'avaient pas non plus les budgets des deux favoris. Vous en pensez quoi? Je pense qu'un des points intéressants, c'est finalement les dynamiques des deux par rapport, si on prend 2007 et 2012. C'est-à-dire qu'en 2007, François Bayrou a profité en fait d'une dynamique extrêmement forte sur le web, qui a poussé, qui était à côté des deux appareils, on va dire, de l'UMP et du PS, et qui lui a permis d'irradier sur le web très très fortement, et donc d'avoir une campagne qui a été jugée comme plutôt innovante, avec beaucoup de forces comme ça spontanées qui sont venues derrière lui. Une équipe très jeune. Une équipe très jeune et surtout beaucoup de gens qui se sont révélés et qui sont arrivés très bottom-up comme ça et qui sont venus rejoindre finalement le mouvement. Ce qui est amusant, c'est que quand on regarde même au niveau des grandes masses et de l'intérêt porté aux campagnes, on voit exactement le même mouvement en 2012, mais pour Jean-Luc Mélenchon. Parce que Jean-Luc Mélenchon était plus blog, lui, il est plus blog, et pourtant il s'est passé quand même des choses. Comme souvent dans le web, le manque de moyens les a aussi souvent poussé Mélenchon, notamment l'équipe de Jean-Luc Mélenchon, le manque de moyens les a poussés à être plus inventifs. Ils ont essayé des petites séries vidéo qui ont pas mal marché, ils ont fait des choses qui étaient assez inventives. Et c'est très web ça, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on est obligé d'inventer des nouveaux formats, d'essayer de se débrouiller avec des outils qui sont donc des outils publics, qui sont pas des outils payants, qui sont les outils que les internautes utilisent eux-mêmes. Et ça prend assez bien, alors que dès qu'on a des moyens assez conséquents, on fait des choses très carrées, très belles, mais on fait des sites d'agence, on fait pas des sites de mobilisation. Mais ça dépend aussi comment il s'entoure, parce que Jean-Luc Mélenchon, il a quand même une équipe qui connaissait très bien, qui connaît ça très bien, mais qui a peu de web. moyens, donc qui a été inventive, et c'est assez intéressant ce qu'ils ont fait. On voit aussi que l'emballement qu'il y a eu à un moment, notamment en ligne, autour de Jean-Luc Mélenchon, elle se traduit pas forcément par des effets dans le vote extrêmement lourds. Donc on voit aussi que pour l'instant, on n'a pas trouvé une clé en France qui permet de transformer beaucoup d'internautes ou de bruit sur le web en vote ferme et définitif dans l'urne. Je pense en fait qu'on est un petit peu dans les phénomènes de hype en fait. C'est-à-dire qu'en 2007, on était vraiment haut de la hype. C'est-à-dire c'était très à la mode. Donc il y avait énormément, en fait, il y avait un écart très fort entre les attentes et la réalité de l'impact du web finalement en tant que nouveau média. Et là, en 2012, on arrive dans une phase presque de déception qui tend vers une normalisation. C'est-à-dire que finalement, on se rend compte que le web n'a pas eu tant d'impact que ça sur la campagne, sauf qu'en fait, il en a eu déjà plus qu'en 2007. C'est-à-dire que, parce qu'il y a beaucoup plus de gens connectés, les dispositifs de communication sont beaucoup plus larges, mais effectivement, il en a moins que ce que l'on imaginait en 2007. Et on va tendre vers une normalisation, c'est-à-dire que le web va venir prendre sa place au milieu de l'espace médiatique. Ça reste évidemment beaucoup moins important que la télévision, mais ça devient comparable, voire supérieur, à la presse, comparable à la radio. Et c'est évidemment une place. Il faut jamais oublier que le web existe depuis 1991 et que pour un média comme ça qui devient le deuxième média à égalité avec les trois médias historiques, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et Aude, vous parliez tout à l'heure d'infotainment. Alors pour terminer ce débat, je vous remercie d'y avoir participé. Je vous propose le dernier show de Barack Obama, un show inimaginable en France. Enfin, on a du mal à imaginer que ce soit Nicolas Sarkozy ou François Hollande faire un slow jam, le slow jam de son programme. Regardez. On July 1st of this year, the interest rates on Stafford student loans, the same loans that many of you used to help pay for college, are set to double. Person on top. What is it? Jimmy, POTUS stands for President of the United States. He's the POTUS with the most Let's keep the rates down on college loans. Stop the loan you say may be yours. C'est maintenant l'heure de Nettement Plus, la chronique numérique d'Aude Baron, rédactrice en chef du site du Nouvel Obs, Le Plus. Aude, qu'est-ce qui a fait débat sur Le Plus cette semaine? Cette semaine, ce qui a fait débat, c'est Marine Le Pen et en particulier son score à l'issue du premier tour de la présidentielle, avec deux questions qui ressortent principalement du débat. D'abord, comment expliquer qu'on n'ait pas anticipé ce score historique, et dans un deuxième temps, comment dialoguer avec les électeurs du FN? Alors comment expliquez-vous ce score, vous, de Marine Le Pen? Depuis dimanche, on parle beaucoup des invisibles, c'est-à-dire ces personnes qui vivent dans des petites villes, à la campagne, dont on ne parle pas beaucoup et finalement dont les politiques s'occupent pas non plus énormément.
président. Et c'est principalement eux qui ont voté pour Marine Le Pen. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que sur Internet, ces invisibles, ils sont pas invisibles, c'est juste qu'ils sont silencieux. Et la nuance est importante. Par exemple, sur le plus, si on prend les commentaires de l'électorat frontiste, ils se sont exprimés, simplement on a été obligé, dans, disons, 90% des cas, de modérer leurs commentaires parce qu'ils étaient soit racistes, soit diffamatoires. Bref, il y avait des dérapages, c'était illicite et on ne pouvait pas les garder en ligne. Du coup, ces internautes vont dialoguer dans les sites qui appartiennent à ce qu'on appelle la toile bleu marine, donc la communauté frontiste, et résultat, ils se trouvent isolés hors du débat public. Mais depuis dimanche, on les entend quand même. Ah oui, on entend surtout leur frustration. Alors il y a un effet pervers un peu dans ce jeu de commentaires parce qu'on voit beaucoup d'internautes qui soient de droite ou de gauche, qui s'étonnent, qui critiquent énormément et qui expriment leur dégoût même face au score très élevé de Marine Le Pen. Et ça, ces commentaires sont très mal pris par l'électorat frontiste qui du coup se sent méprisé et qui se voit conforté dans son vote frontiste. Merci beaucoup Aude. Merci de nous avoir suivis. C'est le clap de fin de cette émission. Mais restons connectés. Vous pouvez réagir et revoir cette émission en VOD sur publicsena.fr. Un grand merci aux équipes de Public Sénat, Emmanuel et Laurent Elkabbach. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de la Politique C'est Net. En attendant, on se retrouve sur les réseaux. Thank you.